En voulant évaluer en un seul point la qualité d'un joueur dans son équipe, les statisticiens ont introduit une statistique qu'on appelle le PER. En fait, qu'est-ce que le PER? Le PER pour Player Efficiency Ratio, qui veut dire en français le ratio d'efficacité d'un joueur. Cette statistique est une statistique qu'on dit exhaustive parce qu'elle va prendre en compte toutes les caractéristiques du joueur dans le match, que ce soit les caractéristiques en attaque comme en défense. Donc cette statistique permet aussi d'évaluer des joueurs. Lorsqu'on les regarde, on ne voit pas forcément dans le match. C'est-à-dire, ce n'est pas un joueur qui va énormément marquer ou un joueur qui va vraiment faire des stats exceptionnelles. Mais grâce à ces statistiques, on peut facilement mesurer si ce joueur-là il est important ou pas. C'est pour ça qu'on a certains cas qui sont assez exceptionnels, tels que Draymond Green qui joue aux Warriors de Golden State. En 2016, on ne comprenait pas vraiment l'impact de ce joueur dans l'équipe. Et ça, il n'y avait que les experts parce que le coach, il a ses chiffres. Donc lui, il comprend vraiment l'importance de ce joueur parce que ce n'est pas un joueur qui va mettre 20 points, 25 points, etc. Il sera de l'ordre de 10 points, 5 passes et quelques rebonds. Cependant, ce joueur a joué un rôle clé dans la victoire de Golden State en tant que champion de NBA. Cette statistique-là a permis d'identifier aussi plusieurs joueurs dont on méprisait l'impact. Ça a permis aussi de voir au contraire les flakes, comme on peut dire les failles des joueurs flashy, des joueurs qui vont te marquer 35 points, qui vont te faire extrêmement de choses, mais qui au contraire sont des joueurs qui ont un impact négatif dans leur équipe. Le PER, c'est les prémices, comme on peut dire, c'est les ancêtres des nouvelles statistiques qu'on utilise aujourd'hui, telles que le plus and minus. Dans cette vidéo, nous allons voir en profondeur qu'est-ce que cette statistique-là, comment est-ce qu'on l'utilise et quelles sont les limites de cette statistique-là. Nous allons voir qu'en réalité, elle permet plus ou moins d'évaluer des joueurs, que ce soit des joueurs au sein de leur équipe, des joueurs au sein de toute la ligue en global, c'est-à-dire tu peux comparer dans une équipe des joueurs, tu peux aussi comparer des joueurs d'une équipe par des joueurs d'une autre équipe parce que souvent c'est pas assez intéressant de faire cette comparaison parce que les systèmes ne sont pas les mêmes, mais cette statistique-là permet plus ou moins d'homogénéiser les comparaisons et d'évaluer d'un ordre plus grand certains joueurs. Nous allons voir ses limites, c'est-à-dire où est-ce que nous pouvons nous arrêter quand même, où est-ce qu'il faudra dire bon là c'est vrai que j'ai ces résultats-là, mais ce joueur, je dois aller encore plus en profondeur pour le comprendre et pour savoir son importance. Nous allons voir les limites de cette statistique-là et nous allons voir globalement comment est-ce qu'on la calcule. Le PER, ou en anglais PER, a été développé par John Hollinger et c'est une statistique qui mesure l'efficacité globale d'un joueur en tenant compte de tout ce qu'il fait sur le terrain, qu'il s'agisse de marquer des points, de prendre des rebonds, de faire des passes décisives, mais aussi de commettre des fautes et tout ce qui est des pertes de balles. Afin de calculer le PER, il y a plusieurs choses qu'on prend. Donc voici la formule qui est affichée là. Si on se fie à la formule pour calculer le PER, ça c'est la formule simplifiée. Pour la formule simplifiée, il y a des variables qui viennent en compte et cela, nous allons les décortiquer. La première, FGM, c'est figure per match. Figure per match, c'est la somme des 3 points et des 2 points qui ont été rentrés par le joueur. C'est-à-dire quoi? Si le joueur a rentré 2 lay-ups dans le match, ça va faire 2. S'il a rentré 3 points dans le match, ça va faire 3. Donc ça fait 2 plus 3, ça fait 5. Donc son figure serait égal à 5. Pour chaque variable ici, nous allons multiplier par un coefficient. Ce coefficient-là, il est positif pour les variables positives, comme on peut dire les variables qui sont plus ou moins bien, qui traduisent un joueur efficace. Et il est négatif pour les variables
qui sont mauvaises, c'est-à-dire c'est pour les mauvaises actions du joueur, que ce soit les turnovers, que ce soit les fautes du joueur, que ce soit ses ratés, que ce soit... FGM, c'est la variable qui a la plus grande importance. Donc, on accorde vraiment beaucoup d'importance pour tout ce qui est l'attaque. Voilà. Après, on a les styles. Les styles, c'est l'interception. Ça fait partie de la défense, plus ou moins. Ça a quand même une grande importance, mais c'est assez relatif. On a les 3-point made. 3-point made, voilà, c'est l'ensemble des 3 points que le joueur a mis. C'est-à-dire quoi? En plus des figures, parce qu'on va compter les 3 points dans les figures, on va compter aussi les 3 points après. Pourquoi? Parce que dans le premier figure, c'est comme si on allait mettre tous les joueurs dans le même panier. Parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas du tout à droit aux 3 points, mais qui mettent la plupart de leurs points dans les 2 points, que ce soit les intérieurs comme ça. Donc pour ces joueurs-là, on ne peut pas leur donner la même importance que les joueurs comme Curry qui mettent autant de 2 points que de 3 points. Donc c'est pour ça qu'ils ont rajouté en plus la variable 3 points pour donner un avantage supplémentaire aux joueurs qui tentent les tirs de loin. On a 3-throw made, ça c'est les lancers francs. Voilà, ça a une grande importance aussi. On a les blocs. Les blocs, ça c'est les contres. Quand on regarde ça, ça a tendance à plus donner de l'importance aux joueurs qui sont de très grande taille. Parce que généralement, les mineurs qui sont très forts en attaque ne peuvent pas contrer comme il se doit la plupart des joueurs. On a les offensive rebound. Ça aussi, c'est une grande importance. La même importance que les blocs. On a aussi les assists. Les assists, par contre, ça favorise les joueurs assez intelligents. Un Chris Paul aura tendance à avoir beaucoup plus de points sur ce PER là. On a les defensive rebound. Ça c'est bien aussi pour les joueurs qui prennent des rebonds défensifs. On a les 3-throw miss. 3-throw miss, c'est vraiment pour les joueurs qui sont pas du tout à droit au lancer franc. Tout ce que tu as raté, ça sera dans les figure miss. Et ça a une grande importance aussi. Hein. C'est plus ou moins la moitié de figure made. Donc pour un joueur qui met 1 sur 3, clairement c'est comme s'il n'a rien fait. Parce que s'il met 1 sur 3, pour premier ça fait 85. Et s'il rate 2, 39 fois 2 ça fait quasiment 85. Moins 80 ça fait 5. Donc c'est comme s'il a rien fait. Donc c'est une statistique assez intéressante quand même. C'est-à-dire quoi? Même si tu peux être un joueur qui tire beaucoup, donc comme tu tires en volume, tu vas marquer forcément, mais tu seras tout de suite rattrapé par tous tes ratés en fait. Donc c'est comme si c'est important de pouvoir savoir que ce joueur-là, il est assez efficace. On a les turnovers. Les turnovers ont une grande importance. Si tu es un joueur qui a énormément de pertes de balles, tu seras sanctionné, beaucoup sanctionné. Et tout ça, c'est mesuré par minute. Voilà, c'est une statistique qui est là par minute. C'est assez discutable, moi je le dis, parce que il y a des joueurs qui jouent tout le match. Quand tu prends un Doncic ou quand tu prends un Kyrie Irving, tu prends un LeBron James ou un James Harden, pour ces joueurs-là, il y a la moitié du temps où ils ne sont pas du tout assez efficaces parce qu'ils sont fatigués, ils ont défendu, ils ont été en attaque et donc ils vont commencer à rater énormément. Et ça fait que pour les joueurs qui sont dans la deuxième unité, de la deuxième équipe, ils sont beaucoup plus fluides pour pouvoir bien marquer, bien s'appliquer pour marquer en fait. Donc ça aussi, ça crée un biais. Comment fonctionne le PER? On a vu que cette formule est assez complexe. Donc l'idée, c'est vraiment de dire ok, je veux dire en un seul chiffre, est-ce que mon joueur il est bon ou pas? Globalement, la moyenne de cette statistique au sein de toute la NBA, c'est de 15. Voilà, c'est comme si tu pars à l'école et la moyenne c'est 10 quoi. Donc quand tu as 11, tu es au-dessus de la moyenne. Ça ne veut pas dire que tu es excellent, mais tu es au-dessus de la moyenne. Quand tu as 9, on dit non, tu n'as pas la moyenne. Donc voilà. Donc un PER de 15, c'est un joueur moyen en NBA. Donc retenez ça, c'est vraiment le chiffre à retenir pour cette statistique. Les joueurs qui, si tu es entre 25 et 30, tu es un joueur exceptionnel. Vraiment, tu as un PER entre 25 et 30,
tu es un joueur hors de la moyenne et tu es exceptionnel. C'est comme si tu as au moins 16 sur 20, etc. 16, 17, 18, etc. Si vous regardez ça, en fait, je me suis amusé à calculer moi-même les Player Efficiency Ratio de tous les joueurs de NBA. Donc, ces tables de données sont disponibles sur le site de ESPN. Je vous mettrai le lien en description. Vous avez ces grosses tables-là. En fait, tu as plus de 500 joueurs, tous les joueurs de la NBA pendant la saison 2000. Moi, j'ai pris 2023-2024. Tu as toutes les statistiques que tu veux, que ce soit son âge, que ce soit son équipe, sa position, ses 3 points ratés, ses 2 points ratés, ses 2 points mis, ses offensifs, ses rebonds offensifs. Bref, tu as tout ce dont tu as besoin pour calculer le Player Efficiency Ratio. L'avant-dernière colonne qui est PER, c'est la formule que je vous ai montré tout à l'heure que j'ai appliquée. J'ai appliqué pour tous les calculs et j'ai rangé par PER. J'ai enlevé les joueurs qui ont joué moins de 30 matchs. Donc là, sur cette colonne, vous voyez le nombre de matchs joués. Tu as ici, ça c'est avant que je n'ai retiré, tu vois DJ Wilson, il est classé 4e. Et là, tu as tous les PER, j'ai rangé par PER décroissant. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que comme la moyenne que j'avais obtenue n'était pas de 15, c'était de 18, j'ai ramené à la moyenne. Donc ramener à la moyenne, c'est en faisant fois 18 sur 15. Et c'est le PER qui est ajusté pour avoir la moyenne de 15. Donc le classement, il reste le même. Ça, c'est le classement global, il reste le même. On peut voir qu'il a bien classé quand même les meilleurs joueurs. Il a mis Joel Embiid meilleur que Jokic. On est plus ou moins serré, meilleur que Jokic, on a plus de 30. Donc c'est un joueur assez exceptionnel. On a Jokic, on a Giannis. Donc il a vraiment bien rangé les joueurs qu'on s'attendait à trouver. Après, on a Shai Gilgeous qui a fait une saison mais stratosphérique. Après, tu as Luka Doncic. Luka Doncic, on peut se dire oui, on voit pourquoi il est un peu au-dessous de Shai parce que quand on regarde tout ce qui est des turnovers, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent le mettre en retrait. Tout ce qui est des rebonds aussi, il prend moins de rebonds que Shai, etc. On voit les joueurs tels que Anthony Davis. Nous allons parler des avantages de cette statistique. Au-delà de permettre en un clic d'évaluer un joueur, ça nous permet de pouvoir connaître des joueurs qu'on n'allait pas remarquer. Ce n'est pas des joueurs flashy, c'est des joueurs qui sont là importants certes. Pour un fan, il ne va pas directement acheter le maillot du joueur parce qu'on ne le remarque pas, mais on le voit toujours dans les matchs. Par contre, c'est les joueurs les plus importants de l'équipe. Je prends un exemple, PJ Tucker. Lorsqu'on retourne dans la période Rocket, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur dans le match, quoi? C'est-à-dire, lui, il peut défendre sur LeBron James, et puis LeBron James va perdre plus de 20% de son efficacité. Ce PIA permet de mettre en exergue ce genre de joueur-là. Ça a été le cas de Draymond Green. Draymond Green, qui n'était pas un joueur flashy. En 2016, c'est toutes ces statistiques qui ont permis de pouvoir voir l'importance de ce joueur-là. Le PIA, c'est une statistique qui reflète la polyvalence, l'impact défensif et les contributions en dehors des points. Donc vraiment, il y a des contributions en dehors des points, que ce soit les intersections, que ce soit les rebonds offensifs, que ce soit les rebonds défensifs, les contres. Bref, vraiment, c'est une statistique qui est assez intéressante et qui ne se focalise pas uniquement que sur l'attaque. Alors, nous arrivons à la partie qui fâche. Quelles sont les limites du PER? En réalité, c'est une statistique qui a quand même certaines... Il faut l'utiliser avec des réserves. Comme on l'a dit tout à l'heure, même si elle a tendance à mettre que ce soit l'attaque et la défense en même temps, elle va surévaluer l'attaque et plus ou moins sous-évaluer la défense. Je me suis amusé dans ce cas-là à regarder les points des joueurs avec les PER. Donc si vous regardez le graphique qui s'affiche là, j'ai mis en ordonnée les points par match et en abscisse les PER. On peut voir la tendance est croissante. Vraiment, c'est là qu'on voit le réel impact des points par match. On voit quand même que même si
on veut compenser par d'autres choses qui concernent la défense, les points ont vraiment une grande importance dans le PIR. Ça veut dire quoi? Pour quelqu'un qui marque beaucoup de points par match, il est presque sûr d'avoir son PIR très élevé. Donc les joueurs tels que Joel Embiid, tels que Nikola Jokic, tels que Shai, vous êtes sûr d'avoir le PIR très élevé. Très élevé. Donc ça aussi, c'est un problème. A contrario, elle va sous-estimer la défense. En regardant là, on voit que Jrue Holiday est 197e au classement PIR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des joueurs moyens qui sont mieux classés que Jrue Holiday. Parce que Jrue Holiday, c'est l'un des joueurs les plus importants de son équipe et qui leur a permis de remporter la finale de la NBA. Donc ça montre quand même que même si cette statistique a tendance à inclure la défense, elle ne permet pas d'évaluer de façon parfaite les joueurs qui sont vraiment défensifs. En guise d'exemple, on peut regarder, là on a le classement au sein de Boston de l'influence de chaque joueur en fonction de son PIR. On peut voir le classement est plus ou moins respecté. On a en premier rang Jason Tatum qui est le joueur très important. Après on a Porzingis, après on a Jaylen Brown. Mais vous vous rendez compte qu'on a Luke Cornet avant Jrue Holiday. On a Pritchard qui est avant Jrue Holiday. Donc quand même certaines stars de NBA qui sont très mal classées à travers ces statistiques-là. On a le cas de Kevin Durant qui est la 32e place. Kevin Durant qui est mal classé, il est beaucoup moins classé que Stephen Curry. Curry aussi qui est 27e, malgré son nombre de points qui est assez élevé. Ça prouve que l'impact de ces joueurs-là est assez limité. On peut le voir clairement parce que dans cette saison, les joueurs comme Stephen Curry et Kevin Durant n'ont rien prouvé d'exceptionnel. Cette saison en NBA, les Warriors n'ont même pas participé aux playoffs. Les Suns de Kevin Durant ont été sweepés par les jeunes de Minnesota. Salut à tous, moi c'est Yannick, ingénieur de formation en statistique, c'est pourquoi j'aime les chiffres. Tout ça m'a permis de mettre ces compétences-là et ces qualités dans cette chaîne YouTube. Donc dans cette chaîne-là, je vais essayer de mettre en fusion que ce soit mes compétences techniques en statistique. En réalité, j'ai fait un constat assez simple. C'est que les études statistiques qui sont faites pour le grand public ne bénéficient qu'aux gens du milieu. Pourtant, ce sont des informations qui sont importantes pour le commun des mortels. Donc moi, je me mets en tant que pont entre les experts du domaine, ayant moi-même été formé dans ce domaine-là, et voilà, des personnes qui ne sont pas forcément dans ce domaine et qui ne connaissent pas forcément tout ce qui est des modèles, tout ce qui est des indicateurs. C'est de fluidifier la discussion et d'être, on peut dire, comme un pont entre ces deux mondes plus ou moins différents.